écoutez Radio Ma'arif. Le podcast Histoire. Produit avec le soutien de Maroc Télécom. Bienvenue les amis dans un nouveau podcast Histoire de Radio Ma'arif. Nous sommes avec l'homme que l'on ne présente plus, Mustapha Kadeli. Salut Mustapha. Bonjour. Toujours à Dmenat. Toujours au bled. Très bien. Ben écoute, on t'a convoqué pour un sujet très riche, un sujet qui nous a été réclamé, un sujet incontournable. On va parler aujourd'hui d'un personnage important de notre histoire, Abdelkrim Khattabi, qui a eu plusieurs vies en fait, qui a eu plusieurs époques. Abdelkrim Khattabi, entre le correspondant de presse pour la presse espagnole, le résistant au colonialisme, l'exil, l'activiste politique sur la fin de son parcours du côté du Caire, il y a énormément de choses à dire. On compte sur toi pour nous éclairer et pour commencer évidemment par nous poser un peu les bases de Abdelkrim Khattabi. Qui est-il en fait, dans quel type de famille il grandit, né en 1882. Pose-nous un peu le contexte familial et social de cet homme. C'est Mohamed Ben Abdelkrim. C'est son père qui s'appelle Abdelkrim, qui est un personnage assez connu, qui avait une position sociale assez importante dans la tribu d'Aït-Wariagal, dans la région qu'on appelle le Hoceima aujourd'hui, puisque le Hoceima n'existait pas encore à l'époque. Et c'était un notable, un personnage qui a des relations avec les tribus locales et avec l'État, avec le Marzen. Il a des correspondances, il y a des événements, en tout cas plusieurs événements qui ont eu lieu dans la région. Et il était également dans le commerce avec les Espagnols qui étaient juste en face, sur le rocher de l'Kour et sur l'autre rocher en face de l'Hoceima, qui était là depuis la fin du XVe siècle, depuis les histoires de Reconquista. Et Sebta et Mlilia était jusqu'à la fin du XIXe siècle à peu près, c'était que des bagnes. Mais après les Espagnols, après l'histoire de Tétouan, ils ont commencé à donner une dynamique à leur préside bagne pour commencer à faire des relations commerciales de plus en plus soutenues. Voilà. Donc Mohamed fait des études. Donc maintenant, tu nous parles de Mohamed Ben Abdelkrim. Mohamed Ben Abdelkrim, il est né en 1882, il grandit, il fait le circuit classique, et il arrive jusqu'à Qarawiyyin Fès pour arriver au stade supérieur. Fès, c'est un peu une sorte de capitale du Rif et du Moyen Atlas, même de Tafilalt, puisque l'écoulement du produit du Rif se faisait dans la ville de Fès, y compris pour la poterie. On parle beaucoup de la poterie de Fès, mais au fait, la poterie de cuisson, c'est la poterie du Rif. La poterie de Fès n'est pas bonne pour la cuisson, elle est plus ornementale, elle est plus dans le plat pour servir, mais pas pour la cuisson. Donc Fès, venir à Fès, c'était une évidence pour Mohamed Ben Abdelkrim Khattabi pour faire des études assez poussées et puis regagner Aït-Wariagal avant d'atterrir à Mlilia. On est à peu près vers 1910 où il s'exerce au journalisme, le métier de journalisme. Il écrit en arabe dans le journal El Telegram des Rif que les Espagnols avaient installé. Déjà en 1908, ils installent ce qu'ils appellent l'école hispano-arabe pour les enfants des indigènes, donc des gens locaux de Mlilia pour l'enseignement. Et donc apparemment, il y donne des cours d'arabe comme institut. Il a même donné des cours d'arabe pour les officiers. Et je crois que son ami Sylvestre de l'histoire d'Anouel n'était pas un inconnu, puisque apparemment Mohamed Ben Abdelkrim Khattabi avait ce général, quand il était colonel encore, comme élève pour lui enseigner l'arabe, la langue arabe. C'est des choses qui rentraient dans la formation des officiers côté espagnol et côté français, puisque le projet colonial était en préparation, etc. Et donc il va vivre avec les Espagnols, en travaillant avec les Espagnols, comme ils étaient là depuis toujours, peut-être avant lui. Il y a d'autres personnages qui ont travaillé avec eux sans problème. Il arrive même à un moment donné, il a été appointé comme juge des juges, Qadi al-Qudat. Et donc il a vu plusieurs casquettes, journaliste, enseignant, juge, pour s'occuper des affaires des musulmans, des locaux, les gens du pays vis-à-vis dans leurs relations avec les Espagnols dans la ville de Mlilia, où il y avait très peu d'habitants espagnols à l'époque. Donc
Donc, donc Mohammed Ben Abdelkarim Khattabi, qui va rentrer dans l'histoire paradoxalement comme Abdelkarim Khattabi plutôt, fils de notable, individu lettré, inséré, si je comprends bien, dans la société de Mlilia, actif comme enseignant d'arabe, juge, correspondant de presse. Comment on passe de ce personnage-là, plutôt citadin, au guerrier qui est rentré dans l'histoire pour avoir pris les armes contre l'occupation espagnole et avoir matérialisé cette prise d'armes par ce qui est rentré dans l'histoire, c'est-à-dire la victoire d'Anoël contre les Espagnols. Qu'est-ce qui se passe entre les deux épisodes? Quel est le déclic qui explique ce cheminement? Il apprend l'espagnol au passage. Je veux dire, tout ce qu'il a fait pour les Espagnols à Melilla, au passage, il apprend l'espagnol et donc il est sensibilisé à la presse, à l'importance de la presse, accéder à l'information à la presse, et je crois, l'épisode de la Première Guerre mondiale, comment la presse espagnole en a parlé, et surtout les débats de l'opinion publique espagnole en Espagne et sur le Rif, sur le Maroc, sur la guerre, sur la Grande Guerre, etc. Je crois que tout cela a joué un rôle très important dans sa formation. Du coup, ça le distingue également de beaucoup de chefs de la résistance à travers tout le Maroc qui ne connaissaient pas de langue étrangère, de langue européenne et qui n'avaient pas accès à l'information. La Première Guerre mondiale, à mon avis, va jouer un rôle très important dans sa conscience parce que dans le contexte, on en avait parlé, il y avait des guérillas soutenues un peu par les Allemands et les Ottomans, un peu partout au Maroc, au nord, au centre, au sud, au Sahara, pour déranger la présence militaire française au Maroc. Et du coup, dans le Rif, dans le nord, il y avait une guérilla menée par un certain Abdelmalek, un descendant de Ben Abdelkader, personnage assez ambigu, on ne sait pas d'où il vient, il travaillait avec les Français, à un moment donné, il s'est rebellé contre les Français. Et en tout cas, c'est un personnage qui va jouer ce rôle où il avait essayé de faire participer les tribus du Rif dans ce qu'on appelle la révolte de Abdelmalek. Mais cela ne va pas trop donner de résultats parce que ce bonhomme disparaît de la nature et en tout cas, je crois qu'il s'est échappé du Maroc et il avait rejoint la Turquie si mes souvenirs sont bons. Tout de suite après, c'est l'incident de Melilla où Mohammed Ben Abdelkarim est emprisonné par les Espagnols, il essaye de s'échapper, il saute par la fenêtre, il se casse une jambe, les Espagnols le reprennent, après il est libéré, et c'est là que commence un petit peu l'histoire. Au parallèle, on parle de Mohammed, mais il y a toujours son alter ego, son propre frère Mohammed, qui lui, par cette relation très privilégiée avec les Espagnols, des notables de la région du Nord en général et du Rif en particulier dont on parle ici, c'est qu'il va faire des études modernes au point d'être inscrit, en tout cas vers 1920, il était étudiant à l'école des mines, je crois à Madrid, en Espagne en tout cas, ce qui voudrait dire qu'il avait suivi un cursus scolaire qui venait de l'école moderne, probablement l'école hispano-arabe de Melilla, comme quelques enfants de notables qui avaient suivi cet enseignement moderne. Donc les deux sont rappelés par le père, à un moment donné, qui correspond à peu près à 1919 à 1920, par le père qui commence apparemment à sentir les intentions belliqueuses des Espagnols pour commencer à occuper le territoire. Parce que pour rappel, 1912, 1913, 1914, en 2 ans, déjà les Espagnols depuis 1911, ils occupaient les côtes, c'est-à-dire l'Araïch, Asila, ils sont rentrés à Tétouan, ils sont à Melilla, ils ont commencé à pousser. Côté Melilla, déjà, il y avait la période de Mohamed Cherif Hamzian, entre 1908 et 1910, où ils ont eu des escarmouches et des problèmes suite aux histoires de Bouhmara dont on avait parlé, qui avait vendu la mine de fer de la montagne d'Ixian, etc. Donc, jusque-là, les intentions belliqueuses des Espagnols n'étaient pas assez claires et on croyait que ça s'arrêtait au niveau de cette mine et de cette histoire entre les populations des tribus de la région de Melilla et l'armée espagnole de Melilla avec cette Barranco del Lobo ou la bataille del Barranco del Lobo. Mais après la fin de la guerre, de la Première Guerre mondiale, les Français reprennent leurs opérations au Maroc et les Espagnols commencent également à essayer d'occuper le hinterland, l'intérieur du pays. Et c'est comme ça qu'ils ont occupé Chaouen à l'ouest et que l'idée de faire sortir l'armée de Melilla pour aller occuper le Rif central en suivant un petit peu la route côtière mais un peu de l'intérieur. Et c'est là qu'arrive cette histoire de Anoual et surtout l'histoire de Dharo Barran qui l'a précédé, c'est-à-dire à un moment
Abdelkrim, le père, avait déjà commencé à mobiliser les tribus et on parle de son décès brusque qui a eu lieu suite à un empoisonnement avant 1921 puisqu'il n'assiste pas à la bataille de Dhar Barran et à la bataille d'Anwal. Donc voilà jusque-là cette période de la vie de Mohammed Ben Abdelkrim al-Khattabi qui était un petit peu dans le canevas d'une famille de notables qui avait des relations de commerce et d'entretien et avec les Espagnols et avec le Marzen et avec les tribus du voisinage à une famille qui va mener une résistance contre l'occupation espagnole qui va commencer à envahir l'espace qui lui est dévolu par le traité du protectorat et surtout dans le traité de Madrid entre la France et l'Espagne sur le partage des zones d'influence. L'épisode d'Anwal est connu. Oui, l'épisode d'Anwal est connu et j'invite tous les auditeurs de Radio Ma'arif à aller écouter un podcast que tu as fait avec nous qui s'appelle La guerre du Maroc. Et je crois que la victoire d'Anwal est décrite avec de la précision dans la première partie de ce podcast, qui est un long podcast en 3 parties. Mais avant, j'aimerais comprendre, Mohammed Ben Abdelkrim, comment on passe d'un individu lettré, juge, professeur d'arabe, correspondant journalistique, à chef de guerre. Chef de guerre qui mène ses troupes vers la victoire. Donc, est-ce que c'est peut-être que l'armée espagnole est peut-être mal équipée, pas préparée, moralement soumise à des pressions internes entre ceux qui veulent y aller et ceux qui veulent pas y aller au niveau politique. Et n'empêche, c'est une armée qui, en termes d'industrialisation et d'équipement, est largement au-dessus de l'état des troupes rifènes. Est-ce que c'est une question de génie militaire? Est-ce que c'est une question d'audace, de courage? Qu'est-ce qui s'est passé? Explique-nous. C'est une question de leadership d'abord. Le père Abdelkrim fait un travail colossal et le travail, c'est le travail de base, c'est-à-dire d'abord se concerter avec les chefs des fractions de sa propre tribu et coordonner avec les imrar, comme on dit, les notables des autres tribus. Baqiwa à côté, Tamsaman, Snhaj Asrayer, jusqu'au Bni Saïd, Bni Toft à droite et à gauche. C'est-à-dire on commence par d'abord réunir la parole et coordonner d'abord les instruments, si j'ose dire, du projet, à quoi cela consiste, c'est quoi l'enjeu, c'est quoi le problème, etc. Donc il y a un travail préparatoire à l'avance au niveau de la mobilisation des tribus. D'ailleurs, tout de suite après, quand cela a marché, surtout après Dhar Barran et Anwal, on parle d'une sorte de congrès, c'est-à-dire de grande réunion, à Drar al-Qamt, où les chefs des tribus se sont réunis avec Mohammed Ben Abdelkrim al-Khattabi et son frère Mohammed pour établir une sorte de tada, comme on faisait dans le temps pour les tribus, c'est-à-dire une alliance et surtout une organisation. Et c'est là que l'idée de république, comme on dit dans le RIF, c'est-à-dire une sorte d'auto-organisation face à ce colonisateur espagnol qui veut occuper la terre et exploiter ses propres ressources, des choses dont Mohammed et son frère Mohammed étaient complètement conscients. Donc c'est là qu'on constitue des comités, une sorte de gouvernement, composé essentiellement de la tribu du Aït Yarel et quelques personnages importants issus de différentes tribus pour qu'on organise une sorte de noyau d'un terrain libéré de l'occupation espagnole et de la domination espagnole qui va durer de 1921 jusqu'en mai 1926 pour le Rif central et jusqu'à même 1927 pour le Rif occidental, c'est-à-dire la région de Jbala, de Chaouen aujourd'hui. Donc voilà un petit peu tout le travail fait par le père et puis les 2 fils, ils étaient dans la continuité, mais aussi c'est l'ensemble des chefs, des tribus, des notables qui étaient déjà impliqués avec le père et qui s'impliquent avec les 2 fils sans problème. Oui, donc la bataille d'Anwal que tu nous as déjà décrite, qui a eu énormément de conséquences, beaucoup de prisonniers, et puis, si je me souviens bien, un changement de régime carrément en Espagne. Oui, il y a eu un coup d'État, Primo de Rivera, et la monarchie même a payé les conséquences de cette défaite jusqu'à la fin de la monarchie, avec l'exil du roi. Oui, et puis on peut ajouter également l'impact psychologique sur l'Espagne et sur l'Europe, et puis l'impact médiatique, puisque ces combattants rifins, qui sont un peu à l'avant-garde du mouvement anticolonial, vont être présentés comme ça par la presse mondiale, y compris la presse américaine. Abdelkrim va être médiatisé comme suite à cette victoire, c'est ça? Oui. Alors, ça commence d'abord par le soutien qu'il obtient dans la gauche française, surtout chez les communistes. Parce que jusque-là, pour les Français, Mohammed Ben Abdelkrim al-Khattabi, enfin, ce qui se passe dans la zone espagnole, ne les menaçait pas, a priori. Ça ne concerne que les Espagnols, mais ils avaient un œil sur cela, ça les intéressait parce qu'il y a un problème si ils se sont posé la question, ici l'Espagne se retirerait.
qu'est-ce qui serait passé? Qu'est-ce qu'on doit faire? Parce qu'ils avaient cette crainte que l'Espagne se retire complètement, puisque dans l'opinion publique espagnole, les débats dans la presse, il y avait ce débat-là. Et du coup, les Français, ils étaient là. Mais au début, ils ne considéraient pas ce mouvement comme un danger pour la zone française et pour la France. Donc en France, il y a un mouvement de solidarité avec Mohamed Ben Abdelkrim, mais on dénonce un peu le colonialisme français, mais on insiste beaucoup sur le colonialisme espagnol. Je veux dire, les Français critiquent beaucoup plus l'Espagne que la France elle-même et ses desseins coloniaux un peu partout. Cela serait directement relié à la naissance d'une première organisation politique des Algériens en France, l'étoile nord-africaine. C'est un mouvement politique pour la première fois que les indigènes d'Algérie se constituent en mouvement politique et je crois que l'impact de ce qui s'est passé dans le Rif était très important et surtout, on a ce qu'on appelle les pionniers, Ammar et Amash, était l'axe sur lequel tournait ce mouvement fait essentiellement par des gens originaires de la Kabylie et qui avaient mis à leur tête un gars, Salih Haj, originaire de Tlemcen, pour lui donner une sorte d'idée ou d'aura nationale algérienne. Ce mouvement commence en 1926, donc il vient comme une suite, une conséquence politique directe en France qui a impacté les Algériens de France et qui a joué un rôle grâce à cette solidarité du mouvement communiste, grâce à ce mouvement d'opinion en France et après dans le monde. Du coup, il reçoit beaucoup de journalistes. D'ailleurs, toutes les photos qu'on a de lui entre 1921 et 1926, c'est des photos de journalistes et aussi des fois des photos des émissaires d'Olioté qui se sont rendus là-bas pour discuter avec lui, pour voir un petit peu ce qu'il pense. C'était des émissaires, comment dirais-je, par exemple, je pense à un contrôleur civil, celui de Taoulirt, qui était en fonction à Taoulirt en 1925, Léon Gabrieli, qui s'est rendu 2 fois. Pour voir ce qu'il avait dans la tête. Dans la tête, et puis surtout aussi voir un peu à quoi ça ressemble les paysages. Une sorte de cartographie aussi de l'espace. Mais en tout cas, il y avait un dialogue entre les autorités françaises et Mohamed Ben Abdelkrim al-Khattabi jusqu'à un certain moment donné, jusqu'à carrément la conférence d'Oujda, où les Français et les Espagnols ont invité Mohamed Ben Abdelkrim al-Khattabi à venir discuter ce qu'on appelle les négociations d'Oujda qui n'ont pas abouti. Et c'est suite à cet échec, pour des raisons, il y a plusieurs choses qui ont été discutées, il n'y a pas eu accord. Et c'est ainsi que les opérations militaires vont suivre avec la mise en exécution du plan du maréchal Pétain qui avait remplacé Lyautey à la tête des armées du Maroc et faire le débarquement des Espagnols par le nord. Donc voilà, je veux dire, de l'intérieur, il y a énormément de choses. Il y a la guérilla, il y a la guerre, il y a le début du conflit avec les Français, il y a l'impact international, la solidarité internationale, l'arrivée des journalistes, même de Chicago Tribune, au manque de Rifi, nous a laissé un livre, Vincent Chine, sur son périple, les articles de presse qui ont été écrits, et tout cela, je veux dire, Mohamed Ben Abdelkrim le suivit de près, puisqu'il recevait également la presse, il lisait l'espagnol, et il avait des déserteurs de l'armée française, qui étaient soit des légionnaires, des Allemands ou d'autres nationalités qui lui lisaient la presse en anglais, ou des déserteurs de l'armée française, surtout des Algériens, qui lui lisaient la presse française. Et tout cela, il le recevait à partir de Tanger, l'international, et il avait des antennes à Tanger qui lui acheminaient et le courrier, et les demandes de contact, et la presse. Avant d'arriver à la fin de l'épisode militaire, il y a un moment, on voit arriver le drapeau de la République du Rif. Je sais même pas si c'est comme ça qu'il faut l'appeler. On parle d'une monnaie. Moi, je voudrais bien savoir dans quelle logique se situait Abdelkrim Khattabi. Est-ce qu'il était en train de constituer un État ou est-ce qu'il était en train de constituer le premier pas vers un État plus grand? Quels étaient ses objectifs? Dans quelle logique il se situait et quels étaient ses projets? Il était dans la logique de la constitution d'un État, c'est clair, un État indépendant du colonialisme espagnol. Les Français, à un moment donné, ont senti qu'ils menaçaient leur intérêt, c'est-à-dire que cet État, si on l'acceptait, il va empiéter sur les zones françaises et que peut-être il serait un point d'attache pour une résistance contre les Français. Mais ce qui est sûr, c'est que Mohamed Ben Abdelkrim al-Khattabi, qui se battait dans le nord, n'était pas indifférent à ce qui se passe dans le reste du Maroc. On a dans les documents qu'il était en contact avec les différents chefs de la résistance, depuis celui qui était juste à côté de lui au sud de Taza. C'est pour ça que les Français à l'époque parlaient de la tâche de Taza, qui était quelqu'un qui apparaît sur la scène depuis 1911 dans la ville de Fès. C'est Sidi Rho al-Arfawi, Sidi Rho al-Arfa, qui dit Aït Sghrochen de Mouzar, entre Mouzar et Sfrou. Il apparaît sur la scène depuis 1911, bref.
Elle était jusqu'en 1926. D'ailleurs, si on voit les soumissions qui ont eu lieu dans le Moyen Atlas après la défaite de Mohammed ibn Abdelkrim al-Khattabi, on comprend la logique. C'est-à-dire, Arfa Abou Iblan, Saïd Mohamed Atichouk côté Boulman, Amhaouchi défait à Arbala en 1926. Donc, on a toute une ligne du Moyen Atlas qui était en relation directe avec Mohammed ibn Abdelkrim al-Khattabi, d'où dans l'un des podcasts, quand on avait parlé que l'IOT arrivait à Fès, menaçait l'armée de Mohammed ibn Abdelkrim était à 30 km, leur avait dit qu'il fallait défendre Taza plutôt que Fès, parce que c'est l'enjeu Taza. Si on gagne Taza, on va gagner Fès également, parce que Taza, c'était le couloir entre le Rif et le Moyen Atlas. Les sources ne parlent de correspondance de Mohammed ibn Abdelkrim al-Khattabi avec les chefs de la résistance, mais aussi avec les chefs Marzen. Le Qaïd al-Ayadi évoque qu'il a reçu des lettres de Mohammed ibn Abdelkrim al-Khattabi dans la bouche de Abdullah Ibrahim, qui l'a raconté à Mohamed Louma, qui la raconte dans un livre sur la vie de Abdullah Ibrahim, qui était chef du gouvernement après l'indépendance et qui était l'un des nationalistes les plus reconnus à l'époque. Le Glaoui avait reçu des lettres de Mohammed ibn Abdelkrim al-Khattabi, donc le Qaïd al-Ayadi n'était pas le seul, et c'est là qu'on peut déduire qu'il avait essayé de contacter tout le monde jusqu'à le successeur de l'Hiba, qui était le Mustafa Mrabbi Rabbo, qui était à la tête d'une résistance dans l'anti-Atlas dans la région de Kerdous, pas loin de la ville de Tafraout, le frère de Ahmed Lehiba, qui a été défait par l'armée de Mangin à Marrakech en 1912. Mais la question, c'est qu'est-ce qu'il leur dit dans ces lettres? Rejoignez-nous, faites comme nous. Il a l'ambition de faire tache d'huile. Il se voit comme un leader beaucoup plus grand que la région à laquelle on l'associe. Qu'est-ce qui se passe dans ces lettres? On les connaît, ces lettres? Il faut avoir, comment dirais-je, des exemplaires de ces lettres. Pour le moment, à ma connaissance, aucun chercheur n'a encore entre les mains cela, ou peut-être il y a des gens qui ont encore entre les mains cela, mais qui n'ont pas travaillé dessus, ou probablement que, ça ne rentre pas dans la logique de la narration, parce qu'on doit parler de la narration de l'histoire et comment chacun essaie de voir Mohammed ibn Abdelkrim, le mouvement Rifin d'une manière générale pendant l'occupation coloniale, comment chacun essaie de le voir, c'est-à-dire la narration nationale, la narration nationaliste, la narration marocaine, la narration rifelle, la narration étrangère, la narration cubaine, la narration vietnamienne, la narration chinoise, la narration égyptienne, la narration algérienne, la narration tunisienne. Il y a plusieurs versions, on dirait une sorte de Ibn Khaldoun, que tout le monde se partage, mais chacun y voit ce qu'il voudrait. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y avait ces lettres, déjà, le fait que des lettres existent, c'est un élément non négligeable. Et ce n'est pas un petit détail qui est anodin, puisque cela atteste en tout cas qu'il y a un dessein. Non seulement les Qaïd Marzen et les Qaïd de la résistance, mais même le sultan Mohammed Ben Youssef a été ciblé par les contacts sans succès. Et ça, c'est raconté par l'un des membres du gouvernement de Mohammed Ben Abdelkrim, Azar Khan, qui a raconté sa vie au Qadi de Jdida pendant l'époque coloniale Skirej, et qui nous a donné un livre édité aujourd'hui, Dil el-Warif, fi Muharabat al-Rif. Et Azar Khan raconte que 2 missions se sont rendues à Rabat pour rencontrer le sultan Mohammed Ben Youssef, mais sans succès. C'est-à-dire que, si on comprend, il y avait des gens comme obstacle sur le chemin de l'accès de ces 2 délégations avec des cadeaux au sultan également. Donc, on voit que sur le plan interne, Mohammed Ben Abdelkrim al-Khattabi fait des choses qui n'ont pas encore été étudiées pour qu'on puisse aussi les inclure dans notre histoire sur cet événement. Sur le plan international, Mohammed Ben Abdelkrim al-Khattabi demande à la Société des Nations, qui a été constituée après le traité de Versailles, l'adhésion. Et ils ne l'acceptent pas. La France et l'Espagne font jouer qu'il y a un traité, ils ne rentrent pas dans le droit international colonialiste. Puisque, d'après eux, ce n'était pas un État souverain, et donc c'est juste une rébellion des gens qui refusent la légalité. Voilà, c'est comme ça que, mais la Société des Nations, ils cherchent à faire une monnaie, comme vous avez dit, mais qui n'a pas été indexée, mais en tout cas, elle a été imprimée en Angleterre, oui, elle a été imprimée parce que son frère Mohammed, avec l'un des ministres, je ne me souviens plus s'il s'agit de Boujibar ou d'Azar Khan, qu'il l'avait accompagné dans une tournée en France et en Angleterre. Mais tout cela était dans le contexte post-Première Guerre mondiale. Sur le plan international, les 2 puissances insistent sur le droit international issu de Berlin. Et c'est pour ça que ces histoires de droit international me font rire,
parce que le droit international il a été élaboré pour l'esclavage dans un moment donné. À un moment donné, là, le droit international a été mis en place pour la colonisation. Un autre droit international a été mis en place pour gérer les ères postcoloniales. Donc, c'est un droit international un petit peu à la guise du vainqueur à chaque fois et qui ne peut pas être une sorte de norme qu'on croirait un texte sacré, inviolable et intouchable, non discutable. On a bien compris la valeur militaire de Abdelkrim Khattabi, on a compris la vision politique d'un personnage qui était en avance sur son temps et qui peut-être avait lui-même la conviction qu'il était venu trop tôt et qu'il allait se casser sur la réaction des Français. Et on aura une idée de l'importance de ce personnage et de ce mouvement quand on rappellera que c'est bien le maréchal Pétain. Le maréchal Pétain, c'est le vainqueur de Verdun, le militaire glorieux de l'époque, cette époque-là, qui n'est pas encore celui qui va signer la collaboration avec les nazis. Donc c'est le grand militaire français qui vient briser l'élan rifin, si je me trompe pas, du côté de Tsaounet. C'est bien ça? Oui, c'est-à-dire les deux armées qui prennent la petite armée de Mohamed Ben Abdelkrim en sandwich, l'une venant du nord par un débarquement maritime, et une venant du sud avec un front pratiquement qui s'étend de Taourir jusqu'à Ouazzane. Je veux dire, c'est immense pour des petits groupes de guérilla pour pouvoir défendre, et c'est pour ça qu'on parle un petit peu de cet effet sandwich et du coup la défaite qui était claire. Mais Maréchal Pétain, bon, c'est une série d'images, parce que aussi sur le plan politique interne, en France, on avait des raisons de le rappeler, on avait besoin de galvaniser également l'opinion publique et de donner cette image de sauveur de nouveau à ce maréchal Pétain qui va avoir des conséquences pendant la Deuxième Guerre mondiale. Je veux dire, presque une image politique va naître avec cet événement de la guerre du Rif et la guerre du Maroc de surcroît, parce que c'est comme ça qu'on parle en France. On dit la guerre du Maroc est terminée, ce qui est archi faux. Ça devient une sorte de mensonge politique qu'on répétait entre 1926 et 1934. C'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de problèmes politiques sur le vote du budget de la guerre en France. Venu avant ou après, non, je crois qu'on revient toujours sur cette histoire d'image et d'aura de Mohamed et de Mohamed Ben Abdelkrim Khattabi ainsi que les autres gens qui étaient tout autour dans la direction de ce mouvement. C'est qu'il avait appris l'espagnol, le contact avec la presse. Je crois que ça avait joué en sa faveur. Mais peut-être également ça l'avait induit en erreur parce que Oujda, il lui proposait l'autonomie qu'il refusait. Il refusait, il a dit j'accepte l'indépendance et moi je dépends de l'empire chérifien. Eux, ils lui disent non, tu dois dépendre du haut commissaire espagnol de Tétouan. Je crois que c'est l'élément important. Il dit non, je ne veux pas avoir affaire aux Espagnols, du tout. Et c'est là que ça bloque au niveau d'Oujda. Et d'ailleurs, les militaires français qui étaient à la conférence d'Oujda, je crois que c'est au mois de mars 1926, la solution politique proposée par le gouvernement espagnol et le gouvernement français ne les arrangeait pas. Et je crois que aussi, ils ont fait en sorte que cette conférence d'Oujda ne réussisse pas, parce qu'ils voulaient la guerre. Pour les militaires, c'est les grades, c'est les avancées, c'est le redéploiement, c'est l'occupation de nouvelles fonctions, cette relation militaire avec les partis politiques, avec le sérail du ministère de la Défense, des Affaires étrangères, de l'Intérieur, etc., faisait que les militaires préféraient l'option militaire beaucoup plus que l'option pacifique pour résoudre un problème. À un moment donné même, je crois que cette histoire de partage gênait énormément, beaucoup plus, et surtout avoir affaire aux Espagnols, était un élément fondamental dans cette queue de poisson que connaît cette histoire et cet événement assez important dans l'histoire du Maroc et de l'histoire du XXe siècle, de l'histoire du colonialisme, de l'histoire de la résistance par le monde. Donc le 26 mai 1926, Mohamed Ben Abdelkrim Khattabi, comme les Marocains le connaissent, se rend à l'armée française. Il ne voulait pas se rendre à l'armée espagnole et il insistait beaucoup pour que ce soit les Français, se rend et démarre sa troisième vie. Alors on va rappeler la première, celle d'un juge, correspondant, professeur, la deuxième, celle d'un grand militaire, un guerrier, et la troisième commence celle d'un exilé à La Réunion. Ouais, c'était entre deux choix, l'un aussi pire que l'autre, Mohamed Ben Abdelkrim. Moi je vais rester dans Mohamed. D'accord. Et Mohamed, non, mais tranquille. Moi, je vais rester dans Mohamed. Il va se soumettre au général Ebos.
Mais 48 heures auparavant, on lui envoie quelqu'un comme émissaire, pas n'importe lequel, Robert Montagne, qui est très connu dans l'anthropologie du Maroc, parce qu'il a fait des livres, il a fait des articles, il fait un peu autorité pour certains, ce qui est un peu relatif. Mais en tout cas, c'est Robert Montagne qu'on lui envoie et qui passe avec lui les dernières 48 heures de sa vie de libre. Et donc, il en fait un rapport, malheureusement. Bon, je n'ai pas consulté dans sa totalité, mais en tout cas, c'est très intéressant parce qu'une fois les modalités de soumission réglées avec la garantie de la clémence de la France, donc il choisit effectivement de les rejoindre. Et il discute un petit peu des choses philosophiques, politiques. Et c'est là qu'on s'aperçoit, Robert Montagne était très étonné et épaté de voir que, par exemple, Mohamed Ben Abdelkrim était au courant des choses et des faits du monde. Il suivait de très près ce qui s'est passé en Turquie avec Mustafa Kemal. Il s'intéressait beaucoup à Gandhi. Gandhi, nous sommes dans les années 20, il était encore à ses débuts. Gandhi, on a une image de Gandhi des années 40. Mais Gandhi est un processus qui démarre dans les années 20, un processus très lent, mais un événement extraordinaire. Il était très sensible à cet événement et c'est Robert Montagne qui le dit. Il parle histoire, je veux dire, il discute de beaucoup de choses. Et là, Robert Montagne, justement, est très étonné par la qualité de cet homme qui, non seulement, comme il l'appelle lui, paysan berbère, avec toute l'image de barbare, qu'on croyait surtout que vis-à-vis des autres chefs de résistance dans les régions qui n'étaient pas des lettrés, qui ne connaissaient pas les langues étrangères, qui ne savaient pas ce qui se passait dans le monde par rapport à lui, je veux dire, il n'y a pas photo, c'est ce qui fait sa valeur. Et du coup, cela nous aiderait également à faire le portrait de ce personnage, vu par les Espagnols, vu par les Français, vu par la mémoire locale dans le Rif, vu par la mémoire nationale du Maroc, vu par les nationalistes. Je veux dire, ça lui donne plusieurs facettes, puisque non seulement il se caractérise par son niveau d'enseignement, sa connaissance des langues étrangères et sa connaissance du monde, mais aussi c'est le seul chef de résistance à l'occupation qui a eu lieu jusqu'en 1934, qui va jouer un rôle très important dans les derniers moments du colonialisme en Afrique du Nord, que ce soit en Tunisie, en Algérie ou au Maroc. Bien sûr. Donc, il est exilé. Bon, c'est un passage en exil, un passage à vide, si j'ose dire, à La Réunion. Il fait du commerce pour vivre, mais en tout cas, il est exilé, lui, sa mère, ses deux épouses, je crois, son frère, son épouse et son oncle Abdeslam, qui était membre de son gouvernement. Les autres membres du gouvernement sont exilés un peu dans différentes régions au Maroc, surtout à Jdida, à Souera, à Asfi. C'est pour ça que Azarqan, qui était à Jdida à un moment donné, avait rencontré ce Qadis Skirij et lui avait raconté ses mémoires que le Qadis Skirij avait noté noir sur blanc pour qu'on arrive un petit peu à l'autre étape de la vie de Mohamed Ben Abdelkrim. Moi, j'ai juste quelques questions concrètes sur son exil à La Réunion. J'ai du mal à visualiser la chose. Comment une famille marocaine s'installe à La Réunion? Alors, est-ce qu'ils ont des ressources financières? Est-ce qu'il est sous un régime de prisonnier? Est-ce qu'il est assigné à résidence? Ou est-ce que la géographie du lieu le protège d'évasion de l'activisme politique? De quoi ils vivent? Comment ça se passe? Oui, mais on a, je crois, quelques écrits sur cette période. En tout cas, il est en résidence surveillée, c'est-à-dire il est sous la surveillance des autorités françaises. Mais comme c'est très loin, bon, il surveillait ses contacts, avec la nature des contacts qu'il avait. Mais ils se convertissent dans le commerce. Ils habitent une belle demeure, si on voit les images, et une demeure familiale où ils habitaient tous, une grande demeure avec jardin. Ils s'exercent au commerce et donc ils mènent une vie normale. Des enfants grandissent. Il y a ceux qui sont nés là-bas et qui suivent l'école française là-bas à La Réunion, puisque l'île de La Réunion était une colonie française. Donc pendant la Deuxième Guerre mondiale et la défaite française et l'apparition de De Gaulle, je ne sais pas par quelle magie, Mohamed Ben Abdelkrim choisit le bon camp et il écrit une lettre à De Gaulle à Londres. Il lui fait transmettre du courrier pour le soutenir, une sorte de lettre d'encouragement à De Gaulle. Vous voyez le tic, la libération, la notion de libération, l'occupation égale libération. Chez Mohamed Ben Abdelkrim, il était automatique. Et je crois que ça avait impacté la suite. Cette lettre, tu nous en as parlé quand on a préparé le podcast, ça donne une idée de l'ambition du personnage, parce que si on se remet dans le contexte, il est à La Réunion, alors je ne sais pas si La Réunion était vichiste ou pétainiste ou plutôt gaulliste, donc je ne sais pas dans quelle mesure cette lettre, cette prise de position va le mettre
va le mettre peut-être en danger ou en porte-à-faux vis-à-vis des autorités. Mais l'idée de s'exprimer comme ça pour un Marocain en exil sur un conflit mondial qui concerne des Européens et qui implique Pétain, d'ailleurs, il y a peut-être une histoire, puisque Pétain, c'est lui qui l'a vaincu à Tsaounet. Ça donne vraiment une idée de l'ambition du personnage qui n'a pas du tout renoncé à peser ou à s'exprimer sur la politique mondiale. La logique de son raisonnement également. Je veux dire, il a un raisonnement logique aussi. Mais le fait d'avoir fait le geste, ça lui donne la crédibilité de leadership et du personnage qui réfléchit et qui sait réfléchir et dans quel sens. Parce que cela va impacter justement quand il va demander de rentrer d'exil, de s'installer en France pour l'avenir de ses enfants. Donc si je comprends bien, sa demande à la fin de la guerre mondiale, en 1945, c'est de demander aux autorités françaises de le ramener en France. Oui, et surtout que les autorités françaises au Maroc et en Algérie, ils inaugurent une politique un petit peu d'ouverture. Il faut rappeler qu'on a d'autres, des leaders qui sont également concernés par cette histoire d'exil. Allal Fassi a été exilé au Gabon en 1937. Mohamed Ben Hassan Al-Wazzani a été exilé à Akka, dans le Sahara côté français, et plus tard transféré à Idzer à côté de Midel, je crois jusqu'en 43 ou 44. On a aussi le Mokhtar Soussi qui a été exilé également de Marrakech en 1937 et pareil, à Sambled, à Ilre, dans l'Anti-Atlas, et il est gracié, il y a une grâce collective. Et le retour des exilés. Hassan Al-Wazzani rentre chez lui, je crois, à Rabat ou à Fès. Allal Fassi fait un transit rapide par Tanger. Il ne rentre même pas au Maroc français. Et il va en France. Il va d'abord en France, Tanger. De Tanger, il repart en France. Et de France, il part au Caire. Le Mokhtar Soussi revient à son Marrakech, mais il se déplace plus vers Casablanca. Et dans ce contexte également, on accepte la requête de Mohamed Ben Abdelkrim Khattabi avec des engagements de ne plus faire de politique, de ne plus s'intéresser aux affaires du Maroc, parce que ce qui l'intéresse, c'est l'avenir de ses enfants. Certains ont grandi, les garçons ont besoin de faire des études supérieures, ils proposent même qu'ils soient intégrés aux académies militaires françaises, et pour les filles, l'espoir de les voir mariés avec des gens originaires du pays, donc du Rif, installés en France. Voilà en tout cas ce que j'en sais dans les détails des courriers échangés entre Mohamed Ben Abdelkrim Khattabi et les autorités françaises à partir de 1944 jusqu'à l'exécution de ce retour d'exil en 1947. Parce que la négociation était un peu longue, elle était un peu dure, elle n'était pas évidente. On a élargi les leaders nationalistes marocains qui ont été exilés, qui habitaient au Maroc, mais Mohamed Ben Abdelkrim reste un cas particulier qu'il fallait traiter avec minutie et avec beaucoup de réflexion, parce que ce n'est pas un cas comme les autres que j'avais cités auparavant. Donc si je comprends bien, il s'embarque pour Marseille, donc il est censé arriver à Marseille, c'est bien ça? Le planning, c'était le débarquement à Marseille. C'est-à-dire, d'abord, on lui donne la permission, dans l'objectif de s'installer à Marseille, exactement dans le secteur d'Aix-en-Provence, avec toute une série de préparatifs que les Français avaient faits, en désignant un fonctionnaire pour s'en occuper, c'est-à-dire louer un petit château carrément, c'est le mot que le fonctionnaire français utilise dans ses rapports, louer un château, le meubler, louer les camions pour transporter les bagages et les voyageurs, parce que la famille s'était agrandie entre-temps, etc., pour la préparation. Sauf que, entre-temps, Mohamed Ben Abdelkrim Khattabi est descendu en Égypte lors des transits de son paquebot au canal de Suez. Quand il a quitté la Réunion, c'est même pas au bord d'un navire commercial classique. Il n'était pas gardé, il n'était pas surveillé, il n'y avait aucun soldat français ou policier ou quoi que ce soit qui l'escortait. Donc il était comme un voyageur, une famille qui voyage dans un paquebot. Je crois que ce n'était pas un paquebot de voyageurs à marchandises, mais qui avait en tout cas des lieux pour transporter quelques voyageurs. Le bateau... D'après ce que je lis, c'est un navire des messageries maritimes qui s'appelle le Katoumba. Voilà. Alors concrètement, c'est une évasion. Oui, puisqu'il n'arrive pas à Marseille. Il fait escale à Aden, et de Aden, il fait l'escale à Suez pour traverser le canal vers Port Saïd, et c'est là que la fameuse descente. Mais bon, vous savez, la vie de ce grand personnage est un ensemble de détails très signifiants. Par exemple, sur sa descente, on a les mémoires des différents acteurs, sur le hasard de la connaissance du bateau des messageries maritimes dans lequel il se trouvait, sur l'information
qui a circulé pour qu'on sache qu'à telle date, il sera exactement au canal du Suez. Sur les 3 jours de négociations dures, que les 3 émissaires, Mohamed Ben Aboud, mort en 1948, Abdelkhalq Tarisi, je crois, aussi le Habib Bourguiba, qui ont mis 3 jours à le convaincre pour descendre de son bateau. Alors tout ça, bon, il y a le professeur Benjelloun, Majid Benjelloun, qui a beaucoup cherché à comprendre les tenants et les aboutissants de la chose, sans succès malheureusement, parce que il a envoyé du courrier à des anciens hauts responsables du protectorat français au Maroc, ainsi que des acteurs qu'il a su que par transitivité ils avaient l'information, mais qui avaient intérêt à ce que Mohamed Ben Abdelkrim Khattabi n'arrive pas à Marseille. Alors on a beaucoup évoqué beaucoup d'hypothèses, les Français eux-mêmes, les Français du Maroc, le sultan. On a essayé un petit peu chacun de spéculer selon des hypothèses pour pouvoir chercher la raison. Mais je crois que l'hypothèse qui manque encore, c'est celle de Franco, qui n'avait aucun intérêt de voir Mohamed Ben Abdelkrim Khattabi apparaître dans la zone, et surtout encore en vérifiant que les Français n'ont pas discuté avec les Espagnols cette décision. Et je crois que ça a beaucoup affecté notre ami Franco, parce qu'il voyait d'un très mauvais œil l'approchement de Mohamed Abdelkrim Khattabi à Marseille. Dans le sud, il y a beaucoup de Marocains, il y a beaucoup d'Algériens, des immigrés, et pour les Espagnols, ça peut être une source d'agitation contre le Maroc espagnol. Voilà donc cette hypothèse qui n'est pas encore explorée, mais en tout cas, personnellement, moi un peu je la privilégie pour de multiples raisons, parce qu'il y a toute une chronologie, beaucoup de détails, etc. Mais en tout cas, ces gens missionnés pour faire descendre à tout prix Mohamed Ben Abdelkrim Khattabi, tout en trouvant une structure qui s'appelle le Comité de la Libération du Maghreb arabe, faite pratiquement pour lui, laisse encore un champ de recherche pour les gens, j'espère, de l'avenir, qui doivent accéder aux différentes archives espagnoles, françaises, égyptiennes également, celles de la résidence du protectorat, pour qu'on puisse un petit peu clarifier cet événement. Pourquoi? Pour la simple raison que Mohamed Ben Abdelkrim Khattabi a mis 3 jours pour descendre, accepter toutes les offres alléchantes qu'on lui avait faites, y compris en faisant intervenir l'aura du roi d'Égypte pour la prise en charge, pour s'il s'agit de son invitation personnelle, etc. Surtout que le bonhomme a laissé ses bagages continuer leur chemin à Marseille. Et vous imaginez ce fonctionnaire français au port de Marseille en train d'attendre, comme il l'a appelé lui, le lion que j'ai vu en liberté après son passage en cage. Le lion que j'ai vu en liberté après son passage en cage. Ce fonctionnaire avait connu Mohamed Ben Abdelkrim Khattabi au temps de sa République, et il était français bien sûr, parmi les émissaires qui ont visité le Rif, et il était heureux de revoir ce bonhomme qu'il avait vu en pleine puissance, mais il n'était qu'un émissaire auprès de lui et qui était reçu comme un petit fonctionnaire, et là recevoir le prisonnier ou le lion après son passage en gaz. Malheureusement pour lui, son Dieu ne lui a pas exaucé son vœu, puisque... du coup, il se contentera de ses bagages. Et il se trouve dans le pétrin des bagages et le cercueil de la mère de Mohamed Ben Abdelkrim Khattabi, qui était là-dedans. Déplacer les bagages, à la limite, on peut le faire, mais déplacer un cercueil, c'est du Kafka. J'invite, s'il y a quelqu'un qui voudrait faire un film là-dessus, j'ai presque un scénario assez burlesque, parce que le fonctionnaire va se retrouver, le pauvre, dans un circuit kafkaïen avec les services des pompes funèbres, quelqu'un qui veut enterrer un cercueil qui ne lui appartient pas, qui n'est pas membre de sa famille. On parle bien du cercueil de la maman de Abdelkrim. De Mohamed Ben Abdelkrim Khattabi, absolument. Qui est décédé à La Réunion. Oui, il est décédé à La Réunion, effectivement, et que quand il a... La maman qui est décédée à La Réunion, qui n'a pas voulu laisser seul là-bas, et donc rapatrie le cercueil, qui arrive finalement tout seul à Marseille. C'est vrai que c'est un destin étrange. Absolument. Et qui a été enterré ailleurs, je dirais pas. Il y a des gens qui connaissent. Donc on aborde la dernière partie, la 4e vie de Abdelkrim. Il est au Caire, le Maroc n'est toujours pas indépendant. Il y a une agitation nationaliste qui est effervescente. Comment il se situe dans ce panorama, et en particulier quel est son rôle par rapport à l'armée de libération nationale? Le hasard du calendrier fait qu'il arrive, enfin en tout cas il descend en Égypte en mai 1947 de nouveau. Mai 1926, mai 1947, donc c'est le mois de mai.
qui est le mois de Mohammed ibn Abdelkrim al-Khattabi. Ensuite, le Caire, à l'époque, 47, hein, on a beaucoup de choses. C'est toujours la monarchie, le roi Farouk, mais aussi le début d'une institution qu'on va appeler la Ligue des États arabes, qui va être créée à partir de 1945. C'est l'auspice des Britanniques qui ont poussé les pays dits arabes à l'époque de se regrouper pour créer la Ligue des États arabes. D'ailleurs, c'est la première organisation régionale dans le monde. Hein. C'est la première organisation où des États se sont réunis ensemble pour avoir un projet ensemble. Pourquoi pas, c'est extraordinaire. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, quand on voit le bilan, malheureusement, c'est pas merveilleux. Et en même temps, le Caire commençait à être un peu le point d'attache des différentes délégations de nationalistes maghrébins. On a les Marocains, on a les Algériens, on a les Tunisiens qui s'y installent par l'entremise de la Ligue des États arabes, qui est fait de ce Maghreb al-Arabi, c'est là qu'apparaît ce terme un peu politique, son cheval de bataille au niveau des Nations Unies, épauler les trois pays dans leur requête auprès des Nations Unies, la constitution du comité du Maghreb arabe, sous les auspices de la Ligue des États arabes. C'est pour ça que c'est notre relation un peu bizarre avec cet organisme. Ensuite, il y a également, je veux dire, toutes les tendances du nationalisme arabe entre les frères musulmans, qui étaient en scène également, les nationalistes arabes. Tout cela va s'intensifier avec le coup d'État de Nasser en 1952, où Nasser va booster tout ce beau monde et faire des nationalistes maghrébins des instruments de sa politique internationale à l'époque. On a également cette relation qui va s'installer entre Mohammed ibn Abdelkrim al-Khattabi et les nationalistes maghrébins, c'est-à-dire qu'ils soient tunisiens, algériens ou marocains, et la tension va s'installer rapidement parce qu'il ne va pas durer longtemps à la tête de ce bureau de la libération du Maghreb arabe. Et donc, il va s'éclipser tout en gardant ses distances parce que, bon, paraît-il, il y a des malentendus optionnels sur la manière de conduire les choses, la manière de faire, les idées et les moyens d'arriver, puisque tout le monde parlait de libération, d'indépendance. Mais la voie à suivre était pour tout un chacun, soit dans l'action politique, l'action diplomatique, les deux éléments qu'essayaient de faire les Algériens, les Marocains et les Tunisiens. Et c'est par le retrait de Mohammed ibn Abdelkrim al-Khattabi de ce mouvement un peu politique que l'option militaire va commencer, et ce sont les Tunisiens qui vont être les premiers à inaugurer ce processus de libération nationale par l'apparition des Fellaga, le terme utilisé par les Tunisiens eux-mêmes à partir de 1951-52. Et c'est une mouvance armée avec laquelle Bourguiba n'avait pas du tout de relation, puisque Bourguiba va continuer dans la voie politique avec les autres leaders qui suivent la voie politique. Donc ça commence en Tunisie d'abord, ça enchaîne sur les Algériens avec l'histoire du 1er novembre 1954, mais il y a tout un background de préparatif qui va se passer au Caire avant que les leaders, les six historiques comme on dit, se retrouvent suite à des conflits politiques avec le mouvement national algérien de Msalih el-Hajj né en 1926, etc., pour qu'ils en arrivent à créer la LN et ensuite le FLN. Nous sommes le 1er novembre 1954, avant que les Marocains ne rentrent dans la scène avec les premiers coups du 1er octobre 1955. Tu me confirmes dans ce podcast, parce qu'on a eu d'autres versions parfois, hein, que Mohammed ibn Abdelkrim al-Khattabi n'est pas actif dans ce mouvement de libération armée. Si, il l'est. C'est lui. D'accord. Non, il prend ses distances avec le bureau de défense du Maghreb arabe au Caire, parce que pour lui, c'est des politiques qui voulaient investir l'image de Mohammed ibn Abdelkrim al-Khattabi dans leur combat politique. D'accord. Lui, il ne comprenait pas cela au début. Quand il débarque, il ne connaissait pas ni Al-Fassi, ni Bourguiba. Je veux dire, il fait connaissance avec ce beau monde une fois il arrive au Caire. Quand il est parti du Maroc, ces personnages n'apparaissent pas. La presse qui est arrivée jusqu'à La Réunion, ça doit être la presse française de Paris et la presse locale de La Réunion. Ils ne parlaient pas de ces personnages. Et s'ils parlent des Maroc, ils vont parler des grands événements, ils ne vont jamais le parler. Donc il fait connaissance avec ce beau monde. Mais dès qu'il fait connaissance avec ce beau monde, il se rend compte que ce n'est pas le genre de gens qui l'intéressent. Quand on dit des nationalistes, c'est des politiques. Lui, il disait que l'idée que les gens qui sont rentrés par la force ne peuvent sortir que par la force. D'où l'idée de la constitution d'armée de libération nationale. Donc il prend ses distances avec le bureau du Maghreb arabe et il constitue son propre réseau de Marocains, d'Algériens et de Tunisiens installés au Caire.
tout cas, à partir du Caire, il va devenir une Mecque pour les gens qui veulent faire de l'armée de libération nationale, que ce soit des Marocains, d'Algériens ou Tunisiens. D'ailleurs, par exemple, on dit que Boumedienne, l'Algérien, a été recruté par les gens qui vont faire la LN ou le FLN plus tard chez Mohamed Ben Abdelkrim Khattabi. Parce que beaucoup de gens venaient le voir, du Rif, du reste du Maroc, de l'Algérie, de la Tunisie. On vient le voir en dehors des politiques ou du Maghreb arabe. Et c'est là que l'idée, disais-je, germait de la lutte armée qui va commencer en Tunisie à partir de 1951-52. Parce que le contexte tunisien, bon, c'est toute une histoire, surtout que l'indépendance de la Libye va galvaniser tout le monde. La Libye va devenir le premier État indépendant suite à une décision des Nations Unies, puisque la Libye était une possession italienne. L'Italie a perdu pendant la Deuxième Guerre mondiale, il perd la Libye et quelques morceaux de l'Éthiopie qu'il occupait, et du coup ça galvanise tout ce beau monde. Donc si la guérilla tunisienne démarre, elle démarre dans le sud, dans la région limitrophe de la Libye, parce qu'elle avait un espace où il pouvait bouger tranquillement, sans problème. D'accord, on a compris que la Libye est devenue indépendante très rapidement, mais ça va pas tarder non plus pour le Maroc et la Tunisie. 1956, l'indépendance des deux pays est obtenue. L'Algérie, les combats vont durer jusqu'à 1962. Donc comment se positionne Mohamed Ben Abdelkrim Khattabi dans cette nouvelle donne? C'est-à-dire qu'avec deux États souverains... Il vit les événements à distance. Les différents leaders de Tunisie et du Maroc rentrent dans leurs pays respectifs, sauf lui. Donc il reste avec les Algériens en quelque sorte. Parce qu'au début, pour lui, l'idée de la libération complète du Maghreb. Il ne pouvait pas rentrer tant que l'Algérie était encore colonisée. Donc il avait un rôle comme une sorte de soutien moral à la direction du FLN qui passait par l'Égypte. Et beaucoup, en tout cas certains y étaient. Par exemple, Aït Ahmed, qui était une sorte de ministre des Affaires étrangères de ce mouvement, était au Caire. Il y avait également Ben Bella, Khayder transitait beaucoup. En tout cas, il y a différents leaders. Après leur arrestation par les Français dans l'avion détourné au-dessus d'Alger vers la France avec Boudiaf, il y a une autre direction qui s'installe, et c'est ainsi d'ailleurs qu'en entre 55 et 56, notre Boumedienne, par le biais de Mohamed Ben Abdelkrim Khattabi, débarque à Nador avec un autre Algérien qui va jouer un rôle très important également, Nadir Bouazer, et les deux à l'origine étaient destinés à l'armée de libération marocaine. Et puis il y a un quiproquo, Boumedienne rejoint l'armée de libération algérienne et Bouazer rejoint l'armée de libération marocaine. Il y a plus de détails sur cette partie dans un podcast qu'on a réalisé avec le professeur Mustapha Bouaziz qui s'appelle Brahim Al-Oudani. Alors pour revenir au sujet, Mohamed Ben Abdelkrim Khattabi décède en 1963. Il n'aura finalement jamais pu revenir dans son pays ou dans sa région natale. Qu'est-ce qu'on sait de ces dernières années? Bon, il reste au Caire, il reste en relation constante avec le Maroc. Et surtout, ce qu'on retient essentiellement, c'est la relation tendue qu'il a eue avec les nationalistes installés au Maroc. Et surtout avec l'histoire du Rif de 1958. Il y a une lettre qu'il avait adressée à Mohamed Ben Hassan al-Wazzani où il évoque un petit peu tout l'historique, les problèmes, les reproches qu'il faisait aux nationalistes. Il parlait de Darbrecha, il parlait de la répression, il parlait de ce comportement nationaliste vis-à-vis des siens, et tout ça, il était dans la lettre adressée par Mohamed Ben Abdelkrim Hassan al-Wazzani, qui était un petit peu dans une posture beaucoup plus proche de Mohamed Ben Abdelkrim que le sont les autres du parti de l'Istiqlal. Et je crois que là, c'est une blessure qui, après l'indépendance, va peut-être impacter également son comportement. Pourtant, Mohamed V, en 1957, il a visité l'Égypte, on a une photo de leur rencontre. C'est-à-dire que vis-à-vis de la monarchie, il n'a jamais exprimé d'avis négatif ou de réprobation. Mais vis-à-vis des nationalistes, il n'était pas tendre, il leur reprochait énormément de choses. Et je crois, les ayant côtoyés en Égypte avec leurs idéologies, etc., probablement, ils savaient qu'ils étaient dans une logique un petit peu qui ne résoudrait pas les problèmes et qui allait les accentuer. Et je crois que les événements postérieurs lui ont donné raison. Ensuite, l'Algérie est devenue indépendante en 1962, mais il meurt pratiquement rapidement, en février 1963. Et d'ailleurs, juste avant la guerre des Sables, il ne va pas vivre cet événement. C'est quand même très intéressant de voir est-ce que ces deux pays, deux États, auraient osé faire parler les armes si Mohamed Ben Abdelkrim Khattabi était encore en vie.
Merci Mustapha, c'est super intéressant et j'espère qu'on a aidé à y voir plus clair dans la complexité de ce personnage, l'étendue de ses actions et on vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour un nouveau podcast Histoire, les amis. Ce podcast est produit avec le soutien de Maroc Télécom. Maroc Télécom, un monde nouveau vous appelle.